Bonjour monsieur. Bonjour. Alors on vient à votre rencontre aujourd'hui. Vous êtes le représentant départemental du Rassemblement National. Vous étiez avant au Front National. Une première question, ça sert à quoi de changer de nom quand on ne change ni la ligne éditoriale, ni le leader ? Tout simplement, on s'était rendu compte, après les élections présidentielles, qu'un certain nombre de nos compatriotes avaient l'impression que nous étions un petit peu trop fermés sur nous-mêmes et qu'il fallait qu'on s'ouvre et que nous rassemblions au-delà du Front National. Et donc, bien évidemment, il y a eu un certain nombre de discussions qui ont été faites au sein de la direction du mouvement et il est ressorti que très clairement le terme de Front National était frontal. Le front, frontal, et pas un terme de rassemblement. En plus, c'était un nom que nous avions depuis 40 ans, mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est qu'au-delà du nom, nous avons aussi évolué dans nos instances, puisque aujourd'hui, il y a une meilleure écoute de la base, des secrétaires départementaux, et tout n'est plus décidé par la direction, et c'est un vrai travail en commun que nous faisons entre les représentants locaux, les représentants départementaux et la direction du mouvement. Alors, ce matin, dans Le Parisien et sur France Inter, ils faisaient un point de la situation du Rassemblement National. Alors, ils annoncent que vous fermez un tiers de vos permanences et que la moitié de vos permanents ne pourront plus être salariés, compte tenu de cette histoire où on vous a bloqué de l'argent. Oui. Vous pouvez revenir dessus et nous expliquer ce qui s'est passé? Alors, c'est très simple, c'est que, comme vous le savez, c'est qu'il y a une enquête qui a été ouverte par le Parlement européen, une enquête politique qui a été ouverte par le Parlement européen à l'époque où Mme Taubira était la ministre de la Justice. Donc l'enquête suit son cours, mais deux juges de gauche, qui sont au syndicat de la magistrature. Vous vous rappelez, c'est ce syndicat qui avait un mur, le fameux mur des cons, où on épinglait notamment même les parents des enfants qui avaient été violés par des pédophiles pour les pointer du doigt parce qu'ils n'avaient pas été très politiquement corrects dans leurs déclarations. Et bien, deux juges ont décidé de bloquer notre subvention de 2 millions d'euros. Donc là, évidemment, il y a un très gros problème financier au sein du Rassemblement National. Nous avons fait un appel aux dons au mois de juillet, juste après la Coupe du Monde de football, parce que nous avons appris la décision à ce moment-là. Un recours a été déposé par notre mouvement et nous devrions avoir la décision le 26 septembre afin de savoir si la justice confirme ou pas cette décision politique de tuer le seul parti d'opposition au système de M. Macron. C'est ce qui explique aussi le départ de bon nombre de vos militants. Lesquels? Ce matin, dans le Parisien. J'ai pas lu l'article du Parisien. Donc mais ils annoncent le départ de plusieurs milliers. C'est pas le cas dans le Var. Dans le Var, vous vous portez plutôt bien. Moi, j'ai les chiffres dans le Var. Non. Alors, ce qui est vrai, c'est que après chaque élection nationale, mais ça, moi, je le connais depuis 24 ans au Front National et maintenant au Rassemblement National. Après chaque élection nationale, il y a une baisse des adhérents qui s'est faite juste après, notamment l'élection présidentielle. Et après, il y a une remontée qui se fait à peu près dans les 1 an et demi. Et c'est ce que nous avons rencontré dans le département. Et c'est ce qui se fait systématiquement. La preuve, c'est que l'appel aux dons, nous étions en plein été, nous avons récolté plus de 600 000 euros. Donc là, ça prouve très clairement que nos militants sont motivés pour continuer le combat. Mais comme l'a rappelé d'ailleurs Marine Le Pen, c'est que même si demain ils ne nous rendaient pas ces 2 millions d'euros, eh bien, nous mènerions quand même campagne pour les élections européennes. Nous trouverions une solution avec l'aide de nos militants, parce que bien évidemment, le combat politique passe bien évidemment en priorité avant les problèmes d'argent. Alors justement, venons-en aux européennes. C'est la prochaine grande bataille que vous aurez à livrer, puisque c'est au mois le 26 mai. Fin mai, début juin, tout à fait. Fin mai, début juin 2019. Là, vous n'avez pas changé de ligne éditoriale. Hein. Ce sont toujours les problèmes migratoires. Oui, il n'y a pas que les problèmes migratoires, mais c'est vrai que c'est un sujet important, et d'ailleurs, ce n'est pas que nous qui le disons, c'est l'ensemble des pays européens aujourd'hui. Vous le voyez en Italie, en Espagne, en Hongrie, tous ces pays parlent aujourd'hui d'un vrai problème migratoire, et nous le rencontrons aussi évidemment en France et dans notre département plus particulièrement. Ça vous rassure de voir qu'en Europe, beaucoup de pays basculent à l'extrême droite? Alors, vous faisiez l'inventaire, hein, l'Italie, la Hongrie, même l'Allemagne, où Mme Merkel est mise en minorité par son ministre de l'Intérieur. Vous trouvez ça rassurant pour les générations futures? Moi, je ne considère pas que ce sont des partis d'extrême droite, mais plutôt des... en Allemagne, ils sont néo-nazis, ils défilent avec des croix gammées.
c'est un cas particulier, mais après, moi, je fais plutôt référence notamment à l'Italie, à Matteo Salvini, qui ne peut pas être considéré comme néo-nazi quand même. On peut ne pas être d'accord avec lui, mais là, le comparer à un néo-nazi... Enfin, lui, sa référence, c'est Mussolini, voilà. C'est quand même pas un enfant de cœur. Oui, non, mais honnêtement, je me méfie toujours de ce que je lis dans la presse, et après de ses propres déclarations à lui. Et vous savez, il y a souvent une différence. On m'a souvent aussi prêté des fois des propos qui étaient totalement délirants par rapport avec ma pensée. Moi, qu'il y ait des mouvements patriotes, nationaux, populistes... nationaux, parce que voilà. Patriotes, c'est autre chose. Patriotes, nationaux, populistes, très bien. Moi, je trouve ça très bien, mais c'est surtout que ça révèle un vrai problème. Et notamment en matière d'immigration, mais aussi au niveau économique. Avec cette Union européenne qui nous sert en permanence d'étrangler les peuples, avec cette immigration qui est imposée par l'Union européenne, bien évidemment, il est tout à fait logique qu'à un moment donné, les peuples se réveillent et donnent les clés du pouvoir à des mouvements qui, souvent, leur disent la vérité depuis quand même des décennies. Mais on voit que vous prenez souvent des références chez Orban, chez Salvini pour l'Italie. On vous entend moins dans matière économique prendre comme référence par exemple ce qui se passe aujourd'hui au Portugal. C'est le seul pays qui a refusé l'austérité et aujourd'hui c'est le pays qui traverse le mieux cette crise inventée depuis 40 ans. Ça vous gêne la réussite du Portugal? Non, le problème est plus complexe et on ne peut pas systématiquement dire que voilà, tout ce qu'il faut au Portugal doit être appliqué dans tous les pays européens. Si d'ailleurs c'était le cas, ça se saurait. Non, je crois qu'il y a un vrai problème économique. Et d'ailleurs, quand on discute avec nos compatriotes sur le terrain, et le cas du Portugal est de temps en temps évoqué dans notre région parce qu'on a un certain nombre d'habitants de notre région qui maintenant commencent à penser à s'installer au Portugal. Mais surtout, moi, quand je les entends, évidemment, il y a les avantages qui sont donnés, notamment au niveau de la fiscalité, etc. Mais souvent, moi, ce que j'entends aussi, c'est un vrai problème avec la France, et notamment sur des problèmes d'identité, d'immigration, d'insécurité, etc., qui n'ont pas rencontré quand ils se sont rendus à plusieurs reprises au Portugal. C'est pas que financier, l'intérêt que des Français notamment puissent aller au Portugal, etc. Mais après, quand on va sur le problème de fonds économiques, moi je crois qu'honnêtement, dire aujourd'hui, oui, au Portugal tout va bien, etc., je crois qu'il faut attendre sur le long terme. Il ne faut pas juste regarder la carte et les chiffres, sur quelques semaines ou quelques mois. Attendons de voir 10-15 ans pour voir si réellement c'est une réussite. On a vu il n'y a pas très longtemps des reportages. Alors c'est vrai qu'économiquement, pour l'instant, tout se passe bien, mais on voit qu'il y a d'autres problèmes actuellement au Portugal, et notamment avec leur peuple, qui commence maintenant à se lever parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'est en train de faire le gouvernement au niveau économique, et notamment en matière, vous le savez, de tourisme, d'installation d'étrangers, etc. Alors justement, en matière d'économie, le Rassemblement national, vous le placez où? Vous êtes des libéraux, vous êtes des quoi en fait? Vous êtes pro-business? Et tout dépend ce qu'on entend, parce que le libéralisme qu'on pouvait évoquer il y a 30 ans n'est plus le même aujourd'hui. Ce que nous dénonçons, nous, c'est l'ultralibéralisme. C'est qu'effectivement, il faut des barrières à un moment donné. Souvent on prend des exemples parce que souvent l'économie va aussi avec l'environnement. Moi, il faudra qu'un jour, à un moment donné, ces ultralibéraux m'expliquent une chose. Ils veulent que les frontières économiques, tous les marchés soient ouverts. Et en même temps, ils défendent une certaine écologie. Alors moi, il faudrait qu'on m'explique quel est l'intérêt économique et écologique d'inciter des entreprises qui fabriquent à l'étranger, à des milliers de kilomètres, qui fassent fabriquer là-bas avec des salaires très bas, sans d'ailleurs aucune protection sociale, et qu'après on renvoie, en polluant bien évidemment, par voie de mer ou aérien ou de transport, qu'on pollue pour pouvoir venir le vendre aujourd'hui à nos compatriotes. Parce que c'est ça aujourd'hui que nous défendons au Rassemblement national, c'est qu'effectivement, on doit, au quotidien, c'est-à-dire que quand on fait ses courses, eh bien, il faut privilégier les chemins courts et éviter d'acheter des produits qui sont fabriqués à l'autre bout du monde. Parce qu'évidemment, il y a une qualité environnementale, mais quand on achète des produits fabriqués en France, on donne du travail à qui? Quand on achète des produits fabriqués en Chine, on sait à qui on donne du travail. Alors, avant de parler des Chinois, vous parlez souvent de l'immigration, et bien évidemment, on vous entend parler des effets, rarement des causes. Je vais vous prendre un exemple. Votre position par rapport à des entreprises françaises qui vivent sur le dos de la Côte d'Ivoire, par exemple, et d'un industriel bien connu, là, vous ne prenez jamais position. Pourtant, c'est bien la cause de la migration de ces gens. C'est que l'économie de la Côte d'Ivoire aujourd'hui est aux mains de quelques affairistes
et que de solutions, accordez-moi qu'ils n'en ont pas beaucoup et qu'il faut énormément de courage pour traverser l'Afrique, vivre un peu en Libye sous le régime de l'esclavage et prendre un canot pour traverser la Méditerranée. Non mais là vous prenez le problème à l'envers. C'est que vous évoquez donc une entreprise qui est en Côte d'Ivoire et donc ça justifie... Qui les appauvrit, ouais. Oui, non mais qui les appauvrit, ça pourquoi pas, j'en conviens. Mais donc ça justifierait après derrière une immigration. Et s'ils n'ont pas de solution chez eux, il faut bien qu'ils vivent quelque part. Donc je vais vous dire, si on part de ce principe-là, nos compatriotes doivent être excessivement inquiets. Et moi je pense qu'ils peuvent l'être. Parce que ça veut dire que demain, nous allons accueillir des millions et des millions de personnes dans le monde. Mais dans les dernières années, dans les 3 dernières années, des migrants, il y en a de moins en moins. Vous êtes d'accord avec ces chiffres-là des migrants, oui. On cumule avec tout le reste, avec ceux qui rentrent légalement pour des périodes courtes et qui après ne repartent pas, ceux qui rentrent illégalement, parce que parmi les migrants, il n'y a pas cette immigration clandestine qui traverse l'Espagne, l'Italie, etc. Elle n'est pas comptabilisée, parce qu'ils ne vont pas dans des centres, etc. C'est totalement différent, c'est des clandestins qui rentrent et qui circulent sur l'ensemble du territoire sans aucun problème. Non, les chiffres de l'immigration dans leur globalité n'ont pas diminué. Le problème qui s'aggrave, c'est que malheureusement, il y a de moins en moins de ressortissants d'étrangers qui repartent. Quand on leur dit non, vous ne pouvez pas rester, et les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, c'est 96%, notamment pour les migrants, entre guillemets, 96% des migrants qui sont déboutés de leur demande de droit d'asile ne repartent pas. Et c'est les chiffres de la Cour des comptes. Et ça, ce chiffre-là, il a explosé. Essayons de voir ça sous un angle pragmatique. Le canot arrive à Lampedusa. Vous n'en voulez pas au niveau de l'Europe, on fait quoi? On les rejette à la mer? Vous êtes bien conscient que ce sont des hommes, des femmes et des enfants. Surtout des hommes, et je ne dis pas on va les rejeter à la mer, il ne faut pas tomber dans la caricature. Eh bien, très simplement, on met en place une politique en amont pour éviter que les bateaux partent. Et c'est ce que nous proposons depuis le début. Il faut que dans ces pays-là, l'Union européenne intervienne afin d'empêcher que les bateaux partent. Il faut aussi, à un moment donné, au niveau judiciaire... Oui, il faut être aussi extrêmement sévère avec les passeurs. Il faut évidemment aussi prendre des sanctions extrêmement sévères au niveau des passeurs qui utilisent la misère humaine et qui font prendre des dangers de mort à ces personnes-là. Et là, rien n'est fait. On a vu avec l'Aquarius, parce que ce que les gens oublient souvent, c'est que quand les bateaux comme l'Aquarius récupèrent des bateaux de migrants, ils sont informés par qui? Par les passeurs. Et ils ne sont pas dans les eaux territoriales européennes, ils sont encore juste à la limite du pays d'où ils partent. Eh bien, nous prenons les bateaux, nous les ramenons dans leur pays d'origine. Voilà. Et il faut bien évidemment faire en sorte que les personnes puissent faire des demandes dans leur pays d'origine ou dans les pays voisins et non pas de venir clandestinement en France. Parce que, bien évidemment, que le terme de migrant, c'est un terme marketing, mais la réalité, c'est que les migrants sont des clandestins. Ils sont rentrés sur notre territoire en situation irrégulière. Point. Mais compte tenu de la démographie de l'Afrique, dans les prochaines années, il n'y a aucune chance pour que ça s'améliore. Il va nous falloir trouver d'autres solutions. Très certainement, mais la solution, ce n'est pas qu'ils viennent tous en Europe et en France. Ça n'est pas la solution. Donc, nous avons aujourd'hui du mal à loger nos compatriotes, à donner des retraites décentes à nos anciens, à donner du travail à nos jeunes. Et ils voudraient qu'on accueille des millions et des millions d'étrangers. Mais c'est impossible, ça n'est plus possible. Or, souvent, j'entends parler, oui, de ce qui s'est passé il y a plusieurs décennies. Mais ne mélangeons pas tout. Entre ce qui s'est passé avec l'immigration italienne, espagnole, portugaise, etc., il y a plusieurs décennies et aujourd'hui. Et pour cela, il y a plusieurs raisons. Un, c'est que ils ne voulaient pas profiter d'un système social, d'un système d'aide, de logement, etc. Premièrement. Deux, il y avait des mœurs, des coutumes et des traditions communes avec la France. Trois, ils voulaient s'intégrer. Parce que d'ailleurs, la plupart des enfants ont tous eu, ou des petits-enfants, ont tous eu des prénoms français. Donc ça, c'est une vraie preuve d'intégration. Parler la langue, donner un prénom français, etc. Voilà. Et aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cette configuration-là. Pas du tout.